Ok, bah, bienvenue ce soir pour cette petite session autour du rapport RTE des futurs énergétiques 2050. Voilà, j'espère que ça va pas être trop dru comme sujet, parce que on va regarder ensemble ce rapport qui est sorti donc il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, et qui traite un petit peu des différentes possibilités concernant notre énergie dans le futur. Alors le rapport, ben voilà, futur énergétique 2050 du RTE. Alors juste d'abord pour préciser un petit peu les choses, le RTE, bah, donc ce sont ceux qui s'occupent du réseau d'électricité en France, donc qui amènent l'électricité depuis l'endroit où elle est produite jusque des grands hubs, j'allais dire, voilà. Et ensuite, donc on a Enedis qui s'occupe d'acheminer cette électricité chez vous. Donc en fait, RTE, c'est eux qui ont les gros tuyaux, on va dire, et ensuite les petits tuyaux sont gérés plutôt par Enedis. Ce rapport-là, qui est sorti octobre 2021, fait 64 pages pour sa version Executive Summary. Donc c'est quand même 64 pages à se coltiner. Et en même temps, voilà, je trouvais que c'était intéressant de regarder. En tout cas, moi, ça m'a intéressé. Et puis peut-être que vous allez trouver aussi quelques petites pépites. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder à travers ce rapport dans sa globalité pour vous faire une idée de ce qu'il contient, mais surtout d'insister sur un petit point dans chacune des petits chapitres. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens, les médias en ont parlé, mais je trouvais, après lecture de ce rapport, qu'ils en parlaient de manière un peu sommaire et un peu superficielle. Voilà. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors tout d'abord, ça commence par un chapitre problématique générale. Voilà, 9 pages, et je voulais faire un petit highlight sur ce qu'est le SNBC. Parce que le SNBC, et ben, du coup, on en parle dans ce rapport, mais on ne sait pas trop, enfin, comment dire, moi, en tout cas, j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est assez important parce que le SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone. Et en fait, donc du coup, c'est ce que l'État a dit qu'il allait mettre en œuvre pour justement cette stratégie bas carbone. Donc en fait, c'est un document, je veux dire chapeau, en tout cas, c'est une input pour cette étude. Ce sont les hypothèses, elles viennent de là. Donc cette stratégie bas carbone, elle dit quoi? Donc cette feuille de route, elle va dire plusieurs choses. Ce qui m'a intéressé dans cette feuille de route, c'est bon, qui parle à la fois de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, on sait tous que c'est un objectif, voilà, enfin qu'on se fixe collectivement. Et puis, au fur et à mesure que je lisais, j'avais une difficulté à comprendre. Parfois, il parlait de neutralité carbone et parfois, il parlait d'empreinte carbone. Et je me disais, mais en fait, c'est quoi la différence? Et en fait, la différence, elle est super importante parce que la neutralité carbone, en fait, ça va mesurer les émissions que le pays émet sur son territoire. L'empreinte carbone, ça va être ce que les citoyens, les individus, en fait, ont comme empreinte carbone, à la fois parce qu'ils consomment des choses qui sont produites sur le pays, mais aussi parce qu'ils importent des choses. Et donc du coup, c'est pas anodin parce que quand on regarde les chiffres en France, autant les émissions de gaz à effet de serre français par habitant, c'est genre 6 tonnes, mais l'empreinte carbone, c'est 12 tonnes. Parce que par toutes les consommations qu'on a de choses qu'on importe, eh ben, on importe des objets, voilà, qui contiennent du plastique, qui contiennent du pétrole et qui donc du coup ont un impact carbone. Donc du coup, notre empreinte carbone, elle est plus grande que les gaz qu'on émet de manière stricte sur le territoire. Donc voilà, donc ça dit ça. Ça dit aussi voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de mix des émissions carbone. Donc on voit hein, là, transport, bâtiment, agriculture, industrie, énergie et déchets. Voilà. Ça nous dit comment est-ce qu'on va atteindre ce zéro carbone. Alors bah, du coup, ça va être décarboner complètement l'énergie à l'horizon 2050. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on se fixe au départ. Réduire quasiment de moitié la consommation d'énergie via une efficacité énergétique, mais aussi une sobriété de mode de vie. Réduire les émissions non énergétiques, parce que ben, on parle de l'énergie, c'est OK, mais il y a aussi tout ce qui est secteur agricole, procédés industriels, chimie, etc., qui libèrent du CO2 sans que ce soit réellement de l'énergie en tant que telle. Et puis aussi faire attention à nos puits carbone, les sols, les forêts, etc. Donc voilà, donc ce document, il explique ça. Il explique aussi la feuille de route et on voit qu'on part aujourd'hui de 2015 de 458 mégatonnes de CO2 équivalent et qu'on voudrait arriver à 80 parce que 80, c'est à peu près ce que les puits carbone en France peuvent absorber. Ceci étant dit, sur le SNBC, on peut passer sur la question de la problématique générale et qu'est-ce que nous apprend ce rapport.
Bah, ce rapport, il va nous apprendre des choses intéressantes, parce qu'on sait qu'on vit en France où le nucléaire a une grosse part de production. 70% de l'électricité est nucléaire, donc on se dit, bah, on est bien décarboné. Le seul truc, c'est que l'énergie, en fait, c'est pas uniquement l'électricité. Et donc, du coup, ces 70% d'électricité décarbonée de nucléaire, en fait, ils vont se transformer en 20% d'énergie finale. Donc, en fait, il faut bien imaginer que on parle non seulement donc de l'électricité, mais aussi de l'énergie globale. Et en fait, on voit que 60% de l'énergie, elle vient aussi de l'énergie fossile. Donc là, on voit sur ce schéma que on part d'une solution où on a un mix énergie fossile, électricité et aussi énergie renouvelable hors électricité. Donc ça, c'est bien. On a 1600 terawatts de consommation. Et donc l'hypothèse, c'était, vous vous rappelez, à peu près divisé par deux. En fait, c'est retirer 40%. Donc on voudrait arriver en 2050 à 930 terawatts. Donc ça, c'est l'hypothèse. Et ce dont on va s'apercevoir, c'est qu'en fait, entre le point d'arrivée et le point de départ, ben en fait, on aura remplacé des énergies fossiles par de l'électricité. Donc même si l'énergie va drastiquement baisser, en fait, la production d'électricité va devoir augmenter. Donc ça, on va s'en apercevoir au fur et à mesure du rapport. Donc du coup, là, c'est un petit schéma qui récapitule, voilà, où est-ce qu'on est aujourd'hui. En jaune, on laisse le nucléaire d'aujourd'hui finir sa vie tranquillement. Et donc, il y a cette petite partie assurée qui dit, voilà, bah, ça, c'est tout ce qui nous manque à produire. Comment est-ce qu'on va le produire? Et c'est l'objet un peu de ce rapport, de proposer des propositions. Du fait, bah, on a 6 scénarios qui sont proposés dans ce rapport. Donc ça a fait un peu les choux gras des médias, etc. Dans les discussions aussi, hein, avec des amis, certains me disaient tu te rends compte et tout, il y a 6 scénarios, mais il n'y en a qu'un seul où il n'y a pas de nucléaire et tout, ça veut dire qu'on va aller sur le nucléaire, etc. C'est vraiment une bouffonnerie ce truc. En même temps, quand on regarde ces scénarios, moi, quand je les regarde voilà, et que je vous les présente, il y a 6 scénarios, il y en a 3 réellement, les 3 premiers, qui sont, on va dire, sans investissement sur du nucléaire nouveau. Donc ça veut dire on va utiliser le nucléaire qu'on a, voire l'arrêter pour le scénario M0 en haut, qui est donc un scénario pleinement énergie renouvelable décarbonée. Pour les scénarios M1 et M23, en fait, on laisse mourir l'énergie nucléaire qui existe et on investit à max sur les énergies renouvelables. Sachant que la différence entre le M1 et le M23, ben, ça va être une manière de d'implémenter l'énergie renouvelable, soit par une répartition diffuse des capteurs, donc des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, soit par des répartitions très denses des champs d'éoliennes, des champs de panneaux photovoltaïques. Donc ces 3 premiers scénarios, ils sont vraiment sur une idée, ok, on a un existant nucléaire, bon, on va le laisser mourir ou le stopper plus rapidement, et avec donc une option qu'on voit là, hop, complètement énergie renouvelable, le nucléaire historique, mais répartition diffuse des autres et répartition en grands champs. Les trois autres scénarios, eh ben, on les voit ici, ce sont des scénarios sur lesquels on va investir sur du nucléaire nouveau. Et donc du coup, bah, avec une gradation de un peu, moyen ou beaucoup. Et donc on voit sur le scénario donc N1 un peu, N2 moyen et N3 beaucoup. Le scénario N3, en fait, bah, il va provisionner pour 50 50% d'énergie nucléaire, qui est, du dire de l'industrie nucléaire, le max qu'il pourrait faire, qu'on pourrait imaginer de nucléaire. Donc en fait, au final, si on regarde vraiment ces 6 scénarios, vraiment, on peut se dire qu'on a là quand même une palette qui est hyper représentative entre un truc max nucléaire à donf, un truc on coupe le nucléaire tout de suite, et entre, bah, là, bon, on laisse le nucléaire mourir, et puis ici, bah, on investit un peu et moyen. Voilà. Donc du coup, ces 6 scénarios, moi je trouve qu'ils sont assez, ils ont une palette assez large et assez intéressante. Donc ceci étant planté, le rapport fait état de 18 findings, 18 éléments qui méritent d'être notés. Dans la catégorie consommation, j'appelle l'élément numéro 1 qui nous dit qu'il faut agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique, voire la sobriété. Vous vous rappelez l'objectif de moins 40% de consommation électrique, ça va passer par des appareils qui sont plus efficaces, donc qui fournissent le même service mais avec moins d'énergie, mais ça va passer aussi par l'idée qu'on va peut-être faire preuve de sobriété.
Alors ce qui est frappant dans le rapport, on va pas passer toutes les slides, hein, mais donc du coup, c'est vrai qu'on mise beaucoup vraiment sur l'efficacité, énergétique et aussi la rénovation des bâtiments, puisque ça fait partie de l'énergie qu'on dépense pour chauffer et surtout aussi l'électrification de certains usages. Parce que, heu, si vous électrifiez des usages qui n'étaient pas électriques, sachant que nous, on est dans un pays, la France, qui a déjà une électricité très décarbonée, par effet, naturel, et bien, on va décarboner, l'activité industrielle, enfin qui est sous-jacente. Pépite numéro 2, la consommation d'énergie va baisser, mais celle de l'électricité va monter. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il faut remplacer l'énergie fossile par de l'énergie électrique, donc on va monter. Bon, là, on voit, hein, que les transports, l'industrie, vont monter, tertiaire, on croit que ça va diminuer, résidentiel, ça va aussi diminuer. Il y a de l'hydrogène bas carbone qu'on voit apparaître là, on en reparlera, c'est pour des questions, de stockage, de l'énergie, renouvelable qui n'est pas, pilotable. Pépite numéro 3, une idée, c'est aussi d'accélérer l'industrialisation, du pays en électrifiant les procédés, industriels. Parce que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, effectivement aujourd'hui les Français, on a 6 tonnes par individu, sur le sol, mais on a 6 tonnes qu'on va importer. Bon, et les 6 tonnes qu'on importe, on n'a pas vraiment de contrôle de savoir si elles émettent ou pas du carbone. Par contre, si on produit chez nous et qu'on sait qu'on a de l'électricité, décarbonée, et ben là, du coup, le truc est plus intéressant. Donc en en produisant plus d'électricité, mais en internalisant nos processus, d'industrialisation, on peut, effectivement baisser enfin notre empreinte carbone. On voit ici là sur le graphe, ça veut dire que par rapport à la référence, j'ai pas parlé de la référence, mais donc la référence du scénario, 40 de en moins, c'est à peu près 511 térawatts. Le rapport prend comme baseline 648. On reviendra sur cette différence. Donc ils prennent pas le 511, basique. En fait, il y a 511 plus 50 d'hydrogène, tout ça, mais on verra ça tout à l'heure. Mais donc là, du coup, si on réindustrialise sur notre sol, bah, c'est plus 648, ça va être 700 de plus, 748, pour faire marcher les nouvelles industries qui seront sur notre sol. Donc ça a une incidence, hein, si on produit chez nous. Dans la catégorie de transformation du mix énergétique, donc en termes de pépites, et bah, du coup, atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, c'est vrai qu'on est tous à vouloir qu'on fasse plus d'énergie renouvelable, et cetera. En même temps, de toute manière, si on regarde enfin, dans le concret, on ne pourra pas faire plus. Comme je disais, le nucléaire a dit, voilà, nous, de toute façon, on ne pourra pas faire plus que une capacité de 500 gigawatts en 2050. Donc, du tout, il faudra que vous trouviez l'énergie ailleurs. Et le ailleurs décarboné, ça s'appelle l'énergie renouvelable. Voilà, donc là, on a les différents scénarios de nucléaire avec les trajectoires en capacité de puissance. Encore sur la transformation du mix, pépite numéro 5, se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques. Bon, OK, pourquoi pas? Ça veut dire que c'est challenging, mais en fait, alors on peut penser que ce que ça veut dire, oui, il faut du nucléaire. On peut penser que ça veut dire c'est juste un bon challenge. Voilà, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Sur la partie pépite concernant l'économie, donc ça veut dire combien ça coûte. Voilà. Donc en numéro 6, construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique, et a fortiori quand ça permet de conserver un parc existant d'une quarantaine de gigawatts. Donc là, les simulations et les scénarios qui ont été joués montrent, voilà, que les différents scénarios qu'on a, et ben, du coup, coûtent par an, donc c'est en milliards d'euros par an, entre 77 à 59 milliards par an. Donc on voit que le scénario M1, tout renouvelable, 77 milliards par an. On a le scénario M1, donc quasiment tout renouvelable, qui coûte plus cher avec un peu de nucléaire. Donc on se dit, mais pourquoi ça coûte plus cher? En fait, c'est parce que le scénario M1, il table sur une installation diffuse des panneaux et des éoliennes. Donc là, du coup, il y a des problèmes de réseau et de distribution qui font que c'est finalement plus cher que du 100% renouvelable. Le M23, par contre, là, qui est sur des champs, bah là, il est moins cher, donc 71. Et puis ensuite, quand on passe sur du nucléaire, bah, ça continue à descendre. Plus on utilise du nucléaire, plus le prix va être bas. Du coup, ça justifie l'assertion qui était de dire, voilà, le nucléaire a un rôle économique favorable si on doit faire un choix.
Pépite numéro 7, les énergies renouvelables sont devenues des solutions compétitives et cela est d'autant plus marqué dans le cas des grands parcs solaires, éoliens en terre et en mer. Donc c'est ce que je vous disais, hein, voilà, donc c'est une redite. Là, on montre effectivement que bah, il y a une part. Alors, le graphique là n'est pas tout à fait sur cette ligne-là. Elle montre effectivement en M23 ce qu'on paye en flexibilité. Donc, par rapport à ce scénario qui est le meilleur, on va dire, en termes de coût et de maximum d'énergie renouvelable, on montre qu'il y a quand même un indice qui est la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à stocker et redonner l'énergie quand on en a besoin, y compris par exemple la nuit. Voilà. Bah, du coup, ça coûte plus cher dans un scénario où on a l'énergie renouvelable qu'on doit stocker que dans le nucléaire où on appuie sur un bouton. Pépite numéro 8, les moyens de pilotage dont le système a besoin pour garantir la sécurité d'approvisionnement sont très différents selon les scénarios. Voilà. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a du mal enfin, moi que j'avais du mal en fait à conceptualiser, j'avais pas pensé à tout ça, effectivement. On a besoin de flexibilité, comme on dit, hein, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil la nuit, comment on fait pour faire marcher les appareils électriques? Donc du coup, il nous faut soit du nucléaire, soit une flexibilité en termes de batterie, en termes d'avoir stocké dans de l'hydrogène, en termes de pouvoir importer des choses. Donc du coup, là, on a des tableaux qui nous montrent effectivement les besoins de flexibilité en fonction des scénarios. Donc du coup, forcément, sur un scénario qui est pleinement renouvelable, donc le M0, c'est là où on estime RTE estime qu'on a besoin de 700 gigawatts de puissance de flexibilité. Et bien sûr, cette flexibilité, bah, elle décroît au fur et à mesure qu'on s'équipe en nucléaire qui est pilotable. Okay. Ensuite, bah, donc ça montre aussi bah, toutes les flexibilités, où est-ce qu'elles sont. Bah, c'est donc de savoir est-ce que c'est des réserves d'eau qu'on crée pour pouvoir ensuite faire de l'hydroélectricité. Est-ce que c'est des centrales donc, à carbone zéro, type hydrogène, etc., des batteries, etc. Quelle est la flexibilité qu'on va demander aux gens sur la consommation? Parce qu'on peut aussi dire, bah, attendez, vous allez arrêter de consommer la nuit parce que du coup, ça nous intéresse pas. Ou on voit effectivement en bas la capacité d'import d'électricité lorsqu'on en a besoin. Bah, ce sont des leviers, voilà, qui sont là. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'on a tous ces leviers sur lesquels on peut éventuellement jouer pour obtenir cette flexibilité. Dans la catégorie donc aussi économique, bah, on a aussi le fait que dans tous les scénarios, les réseaux électriques doivent rapidement être redimensionnés pour rendre la transition énergétique possible. C'est vrai que l'électricité enfin, qu'on a du mal à stocker ou qui est diffuse sur plein de points, ça pose des problèmes de grille énergétique et de transport. Donc du coup, quoi qu'il arrive, dès qu'on commence à faire ces scénarios-là, il y a des changements qui sont importants. Voilà. C'était juste un fait. Côté système et technologie, du coup, bah, il y a un impact sur des technologies et des systèmes à mettre en œuvre. Donc, je vous ai parlé du système hydrogène bas carbone. Là, du coup, c'est vrai que l'hydrogène bas carbone, il est intéressant parce qu'il y a quand même des endroits où ça va être très difficile d'électrifier les processus. Et c'est vrai qu'on se pose la question notamment de savoir est-ce que tous les moyens de locomotion, alors, compris avion, hein, voilà, est-ce que vraiment c'est réaliste d'avoir un avion qui fonctionne sur batterie ou c'est plus réaliste d'avoir un avion qui fonctionne sur hydrogène? Bon. Donc du coup, c'est vrai que le côté de pouvoir générer de l'hydrogène, etc., c'est quelque chose qui est intéressant et qui est adressé dans ce rapport. Numéro 11, les scénarios à très haute part d'énergie renouvelable ou celui nécessitant la prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà de 60 ans impliquent des paris technologiques lourds pour être au rendez-vous de la neutralité. Donc du coup, ce que ça veut dire et ce qu'il a donc est assez intéressant, c'est que en fait, on s'aperçoit que les scénarios extrêmes, que ce soit à la fois le tout énergie renouvelable ou le maximum d'énergie nucléaire, comportent chacun leur lot de challenges technologiques. Donc pour la partie énergie renouvelable, voilà, donc déploiement des ENR terrestres, raccorder et développer les énergies marines, compenser la variabilité par les moyens de flexibilité adaptés, reconfigurer les réseaux, assurer la stabilité du système électrique, faire évoluer les réserves opérationnelles. Et pour ce qui concerne la question du nucléaire, pardon, il y a une question de prolonger ces réacteurs jusqu'à 60 ans. Ça va pas être évident enfin, de pouvoir garder tout ça en bon état, même peut-être au-delà de 60 ans, mettre en service de nouveaux réacteurs et installer aussi peut-être plusieurs petits réacteurs, les SMR qui font partie uniquement du scénario N3.
Donc là, des challenges technologiques. Aussi, la transformation du système électrique doit intégrer dès à présent les conséquences probables du changement climatique. Alors ça paraît une évidence et en même temps, c'est bien de se le rappeler. C'est que quand on mise sur le vent, il se peut que le vent, dans 5 ans, dans 10 ans, les courants ne soient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on ne va pas installer des éoliennes dans des endroits dont on sait que quoi qu'il arrive, dans 10 ans, ça va être modifié. C'est du bon sens, mais ça mérite d'être quand même apprécié. Concernant l'espace et l'environnement, donc là, on a 3 points. Les énergies renouvelables, elles soulèvent un enjeu d'occupation des sols. Donc du coup, là, vraiment, ça va être important, de régler cette question parce que c'est vrai qu'on parle, voilà, sur les scénarios, de 14 000 à 35 000 mâts pour les éoliennes et des panneaux solaires qui couvrent entre 0,1 % et 0,3 % du territoire. J'ai une petite question, j'y reviendrai en conclusion, c'est que 14 000 ou 35 000 mâts, ça fait quoi exactement? En fait, c'est bon, 0,1 % à 0,3 % du territoire, on peut s'imaginer, et encore c'est très compliqué, mais 14 000 mâts, je sais pas, est-ce que ça tient sur un terrain de foot? Je pense pas. Mais est-ce que c'est problématique? C'est des questions là, bon, qui sont pas complètement répondues, mais au moins on a des chiffres de nombre de mâts. Donc voilà, après on peut se renseigner si c'est 24 hectares par mât, etc. Même en intégrant le bilan carbone complet de la construction et de l'opération, on a vraiment un ensemble, de cycle de vie, une France et une énergie qui va être vraiment très décarbonée. Voilà, donc du coup, là, enfin, souvent on dit qu'on pense que aux usages. Voilà, le nucléaire, c'est très décarboné quand on produit, mais il faut aussi le construire. Là, tout a été pris en compte depuis je construis, j'opère et je je démantèle. Et donc du coup, une piste effectivement, c'est l'électrification des usages qui permet par simple effet de transfert de type d'énergie, de décarboner puisque notre énergie électrique est décarbonée très fortement comparée à tous nos voisins en Europe, par exemple. Aussi sur l'espace et l'environnement, l'économie de la transition énergétique peut générer des tensions sur la provision des matériels. Donc on pense naturellement effectivement à tout ce qui est batterie, et donc du coup, voilà, les cobaltes, par exemple, voilà, la réserve de cobalt, on n'en trouve qu'au Congo et en Chine, donc on va être dépendant de ça. Du coup, il faut aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'on gère ça, ou on s'affranchit de ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour faire des batteries différentes? Voilà. Et bien sûr, il y a quand même aussi la question de la sobriété, voilà, qui est importante, toujours à garder en tête. En conclusion du rapport, trois pépites rapides. Voilà, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport dit, voilà, on a fait les études, on a chiffré, on peut arriver à un zéro net émission avec quelque chose qui financièrement fait du sens. Ce qu'il indique, c'est 15% d'augmentation du prix de l'énergie pour une énergie complètement décarbonée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça reste quand même 15%. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas non plus 0%. En 2030, il y a aussi des objectifs intermédiaires. C'est qu'il y a le 2050 pour le 0,0 net émission, mais il y a aussi des objectifs intérimaires. En 2030, on avait dit qu'on serait à moins 40%, et maintenant ça va peut-être être moins 55% d'émissions comparées, je crois, à 2015 ou 2020. Je ne sais plus exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une action vraiment à faire très rapide là-dessus. Et bien sûr, à cet horizon de 2030, il n'est pas vraiment question de compter sur les énergies nucléaires ou renouvelables qu'on saurait mettre en œuvre et qui auront des effets que après 2030. Donc là, il va s'agir d'avoir des effets de levier hyper rapides. Donc du coup, il va falloir qu'on voit effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner. Donc on a parlé, hein, électrification des usages, tout ça, des choses, des quick wins. Bon, la conclusion 18, c'est que quel que soit le scénario choisi, de manière, il y a urgence à agir. Donc, ils ont noté deux ou trois urgences. Première urgence, mettre le pays sur une trajectoire de décarbonation rapide. Donc, du coup, vraiment, voilà, il y a des objectifs très concrets, au moins 55% en 2030. Là, il faut très vite quand même qu'on se mette sur la voie.
Il faut pas oublier que les scénarios qui sont proposés, ou en tout cas la vision qui est proposée, elle prend déjà en compte 40 de réduction de l'énergie, par rapport à ce qu'on consomme, aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose. Ça aura des impacts. Voilà, et ensuite, c'est la question des appareils de production. Donc, quels que soient les appareils de production qu'on qu'on va mettre en œuvre, il faut dès à présent capitaliser sur ceux qui resteront après 2050. Donc, les bioénergies d'une part et l'énergie décarbonée d'autre part. Voilà, donc ça c'est un peu le rapport dans sa globalité. C'est un petit peu long et en même temps, voilà, je trouve que ça mérite de regarder l'ensemble parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc au final, si je devais donner un petit feedback sur comment j'ai vécu la lecture de ce rapport et ce que ça a pu m'apporter, il y a des choses que j'ai aimées. Alors d'abord, il faut savoir que ce rapport, c'est le résultat aussi de 2 ans de travail et ça propose vraiment une vue complète, voilà, des enjeux pour une mise, en œuvre, concrète d'une politique énergétique. Donc ça au moins ce mérite, voilà, qu'une palanquée de personnes aient réfléchi, il y a eu des consultations et cetera et ils arrivent en disant: «Voilà, il y a tous ces aspects-là à regarder là les amis, c'est pas juste il y a qu'un faucon, ça coûte, il y a des choses qu'on n'imagine pas, et cetera, il y a des choses qu'il faut qu'on règle. Voilà, on a fait 6 scénarios, on les a chiffrés. À partir de là, on peut faire autre chose, mais au moins, on a une mécanique qui fonctionne. Les scénarios, comme je disais, à mon sens, ils sont assez variés. Donc du coup, c'est cool, hein, entre énergie renouvelable à 100% et du nucléaire au max. On a une palette, enfin, qui me semble être l'ensemble de ce qu'on peut espérer des hypothèses si on voulait mettre quelque chose en place. Et bien sûr, donc ils sont chiffrés. On sait combien ça coûte. Ça, c'est cool. Ce qui me pose plus question, c'est par exemple l'hypothèse de départ qui vient pas de RTE, hein, qui vient d'avant de la stratégie nationale par rapport à l'énergie, heu, baisser notre consommation de 40 tout en maintenant un PIB en moyenne de plus 1,3 par an. Moi, je ne sais pas si c'est raisonnable comme hypothèse. J'aimerais bien savoir, dans ces 40 quels sont les pourcents qui sont faciles et qui proviennent d'une efficacité énergétique des machines, voilà, parce que donc du coup, c'est facile. Quelle est la part qui revient, à la sobriété? Alors, on le voit un peu sur le point numéro 2 qui est ici. C'est-à-dire que sans être totalement sûr, la cible RTE, je vous ai dit, c'était 645 térawatts comparé aux 511 qui sont les 40 des 1000, des 1000, et quelques térawatts, initiaux et du coup, il y a un delta. Je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que, quand je fais 40 de 1060, j'obtiens, 511 de 1600, je sais plus et donc du coup, en fait, j'ai regardé et il y a 50 térawatts qui sont, utilisés pour transformer de l'énergie renouvelable en hydrogène stocké. Cette énergie-là, elle est requise pour faire fonctionner le système. Donc en quelque sorte, ça alimente la solution. Et il parle de 90 térawatts de sobriété. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire 90 térawatts de sobriété? Est-ce que tout le monde est prêt à baisser son chauffage de 1 ou 2 degrés? Est-ce que tout le monde est prêt à consommer moins? Est-ce que tout le monde est prêt à changer son mode de vie? Qu'est-ce que ça voudra dire, ce niveau de sobriété? Voilà. C'est vrai que cette hypothèse de moi, ce qui me frappe le plus, c'est baisser 40 notre consommation d'énergie, tout en gardant un PIB qui augmente. Si j'en, enfin, si on est d'accord avec la vue que propose aussi Jean-Marc Jancovici, qui est que historiquement, le PIB et l'énergie sont toujours à les 2 paires parce que le PIB, ce sont les machines qui produisent et les machines, elles consomment de l'énergie. Si je baisse l'énergie, je vais baisser le PIB. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui mériterait d'être exploré. Ce qui me pose question, c'est aussi cette question d'implantation des éoliennes et des panneaux solaires, parce qu'on parle de 0,3 pour le solaire. Pour les éoliennes, j'ai fait le calcul rapide, ça me semble être 1 j'en sais rien, voilà. Mais 1 je me dis: «C'est pas beaucoup», puis je me dis: «Ah mais 1 c'est peut-être beaucoup en fait, hein», parce que 1 je sais pas si c'est à peu près les routes qu'on a sur la France. Du coup, mais ça ressemble à quoi un paysage à 1 d'éoliennes? Ce serait intéressant qu'on arrive à projeter les citoyens dans ces scénarios sur
une manière de dire: «OK, voilà, vous vivez dans le scénario, M23, voilà comment ça se passe. Est-ce que vous êtes OK?» Bon et enfin le dernier point, enfin qui m'a intéressé, c'est cette question du net zéro carbone. Ah tiens, c'est assez amusant ça. Cette question du net zéro carbone, versus, l'empreinte carbone. C'est vrai que le net zéro carbone, ah ben, hop là, ça va s'arrêter ça. Il s'est mis tout seul en route. Cet objectif du net zéro, carbone, hem, c'est vrai que au début, j'avais pas fait le distinguo entre, OK, ce qu'on fait nous, chez nous et puis ce que réellement, enfin ça va imprimer chez le enfin, sur l'empreinte globale parce qu'on continue à importer. Donc là, je pense qu'il faut être, précautionneux et il faut qu'on demande, vraiment, à être précis dans les termes quand les gens vont parler, de savoir est-ce qu'on parle d'émissions, CO2 sur le territoire français ou est-ce qu'on parle d'empreinte carbone? Et si on parle de l'un ou l'autre, quid des importations qui sont liées, à ça? Et en toute fin, entre les 2, bah, du coup, j'aime et puis ça me pose question. Je trouve que ce rapport, il a pris des hypothèses protectrices, par rapport aux technologies parce qu'en fait, on n'a pas tablé sur des technologies, innovantes de captation de carbone, d'augmentation de l'efficacité du solaire et de l'éolien d'un facteur, 2 tous les, 3 ans parce qu'on l'a vu dans le passé, ça a fait ça, donc on se dit: «Ça va faire ça dans le futur». Donc à la fois, c'est bien parce que c'est protecteur et en même temps, je me dis que, on parle d'une échéance à 2050. Donc 2050, c'est dans 30 ans et dans 30 ans et ben, du coup, c'est quand même très long. Si, aujourd'hui on se projette 30 ans en avant, donc là aujourd'hui, 2021, 1991. En 1991, il me semble que je commençais à avoir une boîte email et j'étais parmi les premiers parce que j'étais, étudiant et que c'était, l'environnement, où on avait des ordinateurs qui étaient en réseau et avec des emails et donc là, en 30 ans, on est passé de quasiment pas d'internet à d'internet, incroyable partout. Donc on peut se dire aussi qu'il est possible qu'entre 2020 et 2050, il y ait des gros progrès en termes de technologie et ce sera tant mieux, hein. Peut-être qu'il conviendra effectivement de revisiter, ces scénarios avec, une optique plus réjouissante grâce aux progrès technologiques. Voilà ce que je pouvais partager avec vous, aujourd'hui. Du coup, bah, j'ai été ravi de passer un petit moment. J'espère que ça vous a plu et donc c'était un petit peu long et en même temps, c'est 64 pages et ça me fait penser à ce que disait, Jean-Marc Jancovici dans une interview, qu'il donnait sur le web, que ce genre de rapport qui est fait en général pour les décideurs et les dirigeants, malheureusement, quand il en parle à ces mêmes, personnes qui sont censées, décider et ben, il s'aperçoit il y a peu de personnes qui les lisent. Voilà. On n'est pas tous des gens qui aimons, la technique, qui aimons les chiffres, qui aimons les unités de terawatts, térawattheures, de blablabla et en même temps, c'est hyper important de savoir exactement de quoi on parle. Donc voilà, je clôt, ici ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, je pense qu'on fera quelque chose de plus léger, sur, la question du bilan carbone, individuel. Voilà. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Ciao, ciao.